Salut! Je vous avouerai que ça fait environ 16 fois que je rate cette intro parce que je suis excitée. Je suis excitée parce que récemment j'ai lu 9 livres et je vous dirais que parmi ces 9, il y en a qu'un seul que j'ai pas aimé. Donc là je suis contente. Je suis contente parce que je peux vous faire un point lecture positif. Et quand on voit le dernier il ressemblait à quoi, ben ça fait du bien. Ok, là je dois vous avertir, je sais que cette vidéo sort le 1er décembre. Le truc c'est que aujourd'hui je viens surtout vous parler de romans que j'ai lus comme en octobre et début novembre. Et donc, ben je pense que c'est l'heure de vous souhaiter joyeuse Halloween très en retard. Parce qu'en bref, je suis tombée malade à la fin d'octobre et donc toutes les lectures que j'avais lues, ben j'ai pas pu vous en parler parce que j'ai sauté une vidéo et donc c'est cette vidéo aujourd'hui. Alors voilà, si vous remarquez un petit thème spooky dans cette vidéo, c'est pour cette raison. Sinon pour ce point lecture, je vais présenter les livres dans l'ordre du pire au meilleur. C'est parti! Alors, ma plus grosse déception de la vidéo, ben, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. C'est un livre que j'espérais vraiment aimer parce que déjà, il est magnifique. Mais aussi, c'est un service de presse et ben, je sais qu'il valait très cher. Malheureusement, aujourd'hui, ben, j'aurai l'occasion de me prouver à moi-même que je suis capable de rester honnête dans mes avis, même quand c'est un SP, que je veux pas faire de la peine aux personnes qui me l'ont envoyé. Mais avant de me lancer dans mon avis, de quoi ça parle? C'est une romantasy qui parle d'une jeune femme qui a été entraînée toute sa vie pour séduire et assassiner. Elle va être envoyée en mission de se marier avec le roi du royaume ennemi pour comme réussir à trouver des informations sur le pont qu'ils ont qui est énorme et indétrônable. C'est le récit typique d'une protagoniste qui découvre que son ennemi n'en est peut-être pas un, qu'on lui a peut-être menti depuis toujours et qui tombe peut-être en amour avec la personne qu'elle doit trahir. Franchement là, je l'ai commencé en étant tellement dans le mood pour quelque chose comme ça, j'étais super partante. Je me doutais que ça allait peut-être être prévisible, mais moi je voulais pas quelque chose qui allait comme révolutionner ma vie, je voulais juste quelque chose qui allait me divertir. Et je dois avouer que pendant les 100 premières pages, ben j'avais ce que je recherchais, mais là j'ai continué à lire et ben l'histoire progressait pas vraiment et en fait plus j'assistais aux interactions entre le roi et la protagoniste, plus je réalisais que les deux avaient aucune chimie. Je dirais que c'est surtout la faute du personnage du roi qui était comme un balai qui servait juste à être gentil puis qui s'est mis à aimer cet inconnu genre vraiment trop rapidement et à lui faire confiance. J'ai l'impression que dans ce livre entier ils ont jamais eu de vraie conversation et là éventuellement il y a des je t'aime qui sont échangés puis je suis comme ah c'est parce que vous êtes jamais sérieusement parlé de votre vie là puis si vous l'avez fait, ben moi j'étais pas là. Sinon, j'avais aussi des problèmes avec les motivations de la protagoniste qui avaient juste aucun sens à mes yeux. Pourquoi tu veux trahir ce roi qui est hyper gentil avec toi pour ton père que tu détestes? Non seulement tu le détestes, mais à la première page, il a essayé de te tuer, genre. Je trouve vraiment que pour un récit typique de fille qui découvre qu'on lui a menti depuis toute sa vie et blablabla, ben ça aurait été vraiment plus intéressant si la famille qui lui avait menti, c'était une famille qu'elle aimait, une famille qui la traitait bien, avec qui elle avait des gros liens d'attachement. Genre là, je comprendrais pourquoi elle voudrait à ce point continuer à trahir le roi, même si le roi, ben c'est un balai qui est bien plus gentil que les gens en arrière. C'est sûr que je peux comprendre, tu sais, même si elle aimait pas son père, pourquoi ça lui a pris un moment à comprendre en fait la réalité de la situation. Mais ce qui est énervant, c'est que ça lui a pris littéralement le roman entier et la raison qui a été donnée de comme pourquoi elle a mis autant de temps à le réaliser, ben pour moi c'était pas suffisant. Et ben pour la fin, oh mon dieu, c'était absolument désagréable, prévisible et juste pas agréable à lire. Bon là on s'entend que j'ai dit désagréable et pas agréable à lire, ce qui signifie exactement la même chose. Donc moi, au montage, je vais remplacer un des deux en disant que c'était juste frustrant. Donc malheureusement pour moi, même si ça avait super bien commencé avec un premier chapitre génial, ça m'a vraiment perdu en bout de ligne et je ne compte pas continuer la série. Donc personnellement, c'est un 2 étoiles. Ça fait de la peine parce qu'il est beau! Alors pour ce qui est des 3 prochains livres, je vous avouerai que j'ai vraiment eu de la difficulté à les classer dans un ordre d'appréciation parce que je leur ai tous donné la même note. Donc je vais juste en parler comme j'ai envie d'en parler, mais c'est pas parce qu'il y a un livre avant ou après l'autre qu'il est meilleur ou pire. Alors, en premier lieu, j'ai enfin lu La Servante écarlate de Margaret Atwood. Évidemment, on est sur un classique de la dystopie féministe avec une société où les femmes représentent juste des outils reproductifs. Reproducteurs. Mais ce qui est le plus effrayant là-dedans, là, c'est que c'est une société qui a évolué de la nôtre. Donc en bref, c'est écrit comme si du jour au lendemain, nous, on perdait tous nos droits. Moi, je sais pas pourquoi, j'imaginais que c'était une société qui était comme ça depuis le départ, mais le fait que ça évolue de notre propre société, ben
c'est un peu inquiétant. Ça soulève vraiment des questionnements sur est-ce que c'est possible? Est-ce que notre monde serait vraiment capable de faire un tel pas vers l'arrière? Et je pense qu'avec certaines tendances qu'on voit aux États-Unis, par exemple, ça rend cette question encore plus pertinente. En tout cas, comme mentionné dans ma présentation de Palultime, parce que oui, c'est un livre qui était dans ma Palultime et qui est coché, c'est un titre que j'hésitais à lire parce que autour de moi, il y avait des gens qui avaient trouvé ça très lourd, qui avaient comme rien compris. Et maintenant que j'ai lu le livre, ben, je sais pourquoi ces personnes se sont senties comme ça. Je dirais que il y a la moitié de moi qui s'est sentie de la même façon. Mais en même temps, je suis pas totalement de leur côté. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le livre. J'ai constaté qu'effectivement, il y avait des passages descriptifs de grosses proses qui étaient très lourds à digérer. Et pour un livre, normalement, j'aurais été comme ah, peut-être que je devrais l'abandonner parce que le style me plaît pas. Mais on dirait que entre les paragraphes difficiles, je voyais vraiment l'éclat de quelque chose d'intéressant. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai pris la décision consciente de me dire ok, quand t'as des pages ou des paragraphes qui sont juste pas plaisants à lire, je te donne le droit de comme les lire plus rapidement. C'est pas que je les ai sautés, c'est pas que je les ai lus à la diagonale, c'est que je les ai lus sans faire l'effort d'essayer de comprendre ou de retenir ce que je disais. Savez-vous quoi? Ça a été la meilleure décision. Parce que j'ai pu rapidement passer à travers les choses qui me ralentissaient beaucoup et une fois que ça a été mis de côté, ben je me concentrais vraiment juste sur comme l'essence de ce livre. J'ai adoré ce que j'ai lu entre les trucs que je détestais. L'ambiance était tellement forte, c'est comme si tu y goûtais avec les yeux. J'ai absolument compris ce qui faisait de ce livre un classique indétrônable. Et honnêtement, vers la fin, peu importe le nombre de paragraphes de prose très intense, ben j'étais juste comme incapable de détourner le regard de la page. Pour moi, ça fait aucun doute que si ce livre avait été écrit de façon un peu moins abstraite, ça aurait été un gros coup de cœur personnel. Il y a quelque chose de spécial avec ce truc et que je peux même pas le décrire. C'est bizarre à dire, mais c'est un livre qui va m'avoir marqué à vie. Mais en même temps, c'est aussi un livre que j'ai passé la moitié du temps à avoir hâte de terminer. Donc, je lui ai donné un 3.5 étoiles. J'ai vu une femme qui disait d'ailleurs que si elle avait pas regardé la série télé avant de lire le livre, ben, elle l'aurait détesté. Parce que ce truc-là, c'est un livre que tu mets 200 pages à comprendre c'est quoi le contexte des scènes que tu es en train de lire. Donc là, maintenant, je suis vraiment curieuse de comme regarder la série télé parce que, je sais pas, je me dis peut-être que ça va m'aider à apprécier encore plus ce que j'ai lu. Même si j'ai fini par le comprendre. C'est juste qu'au début, quand tu comprends rien, là, ouf, c'est ça. Bref, je pourrais parler de ce livre longtemps, mais en même temps, pas du tout, parce que j'ai l'impression que tout ce que je peux dire à propos de lui, c'est inadéquat. Inadéquat, voilà. Hey, c'est vrai, j'ai lu le plus vieux livre de ma palle. Dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski. Il traînait là depuis 2017. C'est une science-fiction assez complexe à résumer. Il y a deux points de vue en alternance. Donc, il y a celui des derniers survivants de l'humanité qui sont dans un énorme vaisseau en direction d'une planète habitable. Et il y a le point de vue de cette dite planète habitable où il y a des araignées énormes qui sont en train d'y évoluer. Alors oui, la moitié de ce livre parle d'araignées. C'est assez original. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que j'ai mis énormément de temps à m'intéresser à leur point de vue. Avant un certain événement au milieu qui m'a comme aidé après ça à accrocher, ben chaque fois qu'on passait du point de vue des humains à celui des araignées, j'étais juste découragée puis je voulais que ça se finisse. Mais au final, je comprends les choix de l'auteur. Les idées qu'il a pu introduire grâce à ce point de vue, c'était génial. Donc même si la moitié du temps, ben j'ai pas trop apprécié, ben ça en a quand même valu la peine. Mais à cause de ça, je sais pas trop comment classifier mon appréciation de ce livre. Si on avait seulement suivi les humains dans le vaisseau, ben je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture. Mais en même temps, si ça avait été juste ça, ben on enlève tout ce qui fait de ce livre un truc super original dans le marché de la science-fiction. Genre oui, ça a pas été un coup de cœur, mais à cause de ce que le livre est, c'est sûr que je l'oublierai jamais. Je tiens aussi à lui donner un point bonus parce que c'est extrêmement rare ces temps-ci que je lise une science-fiction écrite par un homme et que j'ai pas l'impression qu'il ait une obsession envers les poitrines ou qu'il considère pas les femmes comme des êtres humains. Mais là, je suis très contente de dire, si vous cherchez une science-fiction avec des vrais personnages féminins qui ont une personnalité et une utilité, ben celui-ci c'est un bon candidat. Donc voilà, d'un côté j'ai beaucoup apprécié, mais d'un autre j'ai passé 300 pages à détester un chapitre sur deux. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de continuer la série non plus. En tout cas, j'ai donné 3.5 étoiles, faites ce que vous voulez avec ça. Pour finir maintenant le trio des 3.5 étoiles,
étoiles, nous avons House of Hunger de Alexis Henderson. C'est un roman d'horreur gothique à propos d'un manoir qui est à la recherche de servantes de sang. Notre protagoniste va tomber sur une de leurs annonces et va décider de répondre à l'appel du luxe et d'un salaire alléchant. J'avais de très grands espoirs pour ce livre parce que dès que j'ai lu son résumé, là, j'ai juste tout de suite eu vraiment hâte de découvrir un livre à propos d'une société de vampires où le sang représentait le pouvoir. C'était vraiment comme ça que je le comprenais. Mais c'était pas exactement comme ça que je l'ai eu. C'était un bon livre qui se lisait très facilement. J'aimais beaucoup l'aspect saphique des relations. Mais niveau récit, ça a jamais pris l'ampleur que j'espérais. Je pensais vraiment qu'on allait découvrir une société bâtie autour du pouvoir du sang, qu'elle allait avoir des jeux de politique, que la protagoniste allait gravir les échelons. Puis d'une certaine manière, ben oui, c'est ça qu'il y a eu. Mais j'ai l'impression qu'on est juste resté à la surface de tout ça. Tout de même, je passais un bon moment de lecture, donc au départ, je pensais lui donner un 4 étoiles. Par contre, j'ai pas aimé la fin de l'histoire. Pour moi, la fin, là, c'est un flop. Donc c'est ça, ça a baissé à 3.5. Je vous avoue, par contre, que mon avis aurait peut-être été un petit peu plus positif si, avant de lire celui-ci, ben j'avais pas lu un autre livre de vampires dont je vais vous parler bientôt parce que il est au sommet de cette vidéo. Mais honnêtement, je pense que dans tous les cas, le potentiel de ce livre, de ce contexte, de cette histoire, ben ça a juste pas été exploité au maximum. Donc voilà, c'est bien, mais sans plus. 3.5 étoiles. Bon, le livre en 5e position, c'est The Sundown Motel de Simone St. James. Si vous le reconnaissez, c'est peut-être parce que je l'avais inclus dans ma vidéo de ménage de pile à lire. Je vous avais dit que j'allais lui donner quelques chapitres avant de déterminer si je m'en débarrassais ou pas. Donc surprise, je l'ai terminé. Ça parle d'une jeune femme dont la tante a disparu il y a 20 ans en travaillant dans un motel bizarre et elle va tenter d'élucider le mystère de sa disparition en allant travailler dans ce même motel. Le livre alterne entre leurs deux points de vue, donc celui de la nièce dans le présent et celui de la tante 20 ans plus tôt. Et on voit très rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche avec cet hôtel et les nombreuses personnes étranges qui y résident. Je vous avouerai qu'on est encore une fois sur le phénomène de il y a un point de vue qui m'a beaucoup plus plu que l'autre. Mais c'est vrai, j'aimais beaucoup plus suivre la tante. Il y avait quelque chose dans son ton que j'étais comme ah, toi je t'aime. La nièce, c'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime un peu moins. À cause de ça, on dirait que pendant tout le long, je me suis toujours laissé une chance de comme bah, je pourrais l'arrêter, je pourrais l'abandonner. Mais ça se lisait tellement bien que jamais j'ai vraiment eu envie de m'arrêter. C'était juste comme une possibilité que je me donnais le droit d'abandonner, mais vraiment le livre en tant que tel, il me donnait aucune raison de vouloir l'arrêter. En passant, la raison pour laquelle j'avais inclus ce titre dans ma vidéo de ménage à l'origine, c'est parce que ça parlait de fantômes. Et moi, les fantômes, c'est comme il faut que ce soit amené d'une certaine manière pour que je m'y intéresse. Et là, je suis très contente de dire que c'était exactement la façon qu'il me fallait. Ça a tellement bien été introduit à l'histoire, surtout avec la finale. Pendant tout le long que je lisais le livre, je me disais, ben dans mon autre vidéo, je dis depuis dès le départ, puis là je dis pendant tout le long. Qu'est-ce qui se passe? Je me disais, ah, j'espère que ce sera pas juste comme une conclusion banale de comme enquête résolue et voilà. Mais non. L'autrice a vraiment réussi à bien boucler la boucle avec toutes les pistes et tout l'aspect fantôme de la chose. Donc pour moi, au final, ça a été un 3.75 étoiles. C'est une bonne lecture d'Halloween que je vous recommande, mais ça devra aller probablement à l'année prochaine parce que, comme mentionné, on est en décembre. Mais voilà, je suis vraiment contente de lui avoir donné une chance. C'était la bonne décision. Ensuite, j'ai lu L'Anomalie de Hervé Letellier. C'est une science-fiction qui parle d'un phénomène étrange qui arrive à l'atterrissage d'un certain avion. Et là, je sais que je parle en termes très vagues, mais c'est parce que l'événement qui est mentionné au dos de ce livre, ben, il se manifeste juste environ au 40%. Et moi, personnellement, j'avais pas lu le résumé. J'avais juste envie de le lire. Et ça a vraiment été comme un plaisir de lire le début de ce livre sans savoir où est-ce que ça allait. Donc c'est ça. Moi, personnellement, je recommande de comme, juste pas regarder. Mais sinon, un point intéressant à propos de ce livre, c'est qu'il y a énormément de points de vue. Genre, trop pour que j'ai pris la peine de les compter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient tous intéressants. Hey, le talent que ça prend pour réussir à constamment introduire des nouveaux personnages et de réussir à faire en sorte que le lecteur se sente investi directement avec chacun d'entre eux. Sérieusement, c'était incroyable. J'étais jamais déçue de passer à quelqu'un d'autre parce que en quelques pages, déjà, j'étais très investie dans leur ligne d'histoire à eux. Malheureusement, je dois dire que le récit s'est peut-être un peu essoufflé dans la dernière partie. Moi, ce que j'ai le plus aimé de ce livre, c'est vraiment qu'il m'a donné le sentiment que j'adore avoir
avec mes science-fiction, c'est-à-dire je me sens au précipice de quelque chose d'incroyable qui va se passer. Et vraiment pendant la majorité du livre, c'était le sentiment que j'avais et j'étais juste comme trop contente parce que c'est ce truc qui fait que la science-fiction c'est mon genre littéraire préféré. Et là, je commençais à en douter parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas eu, mais là je l'ai eu. Je sais que je suis encore capable de l'avoir. Le problème c'est pas moi, mais c'est ça. Ce sentiment a fini par s'estomper, mais je suis quand même très reconnaissante à ce livre de me l'avoir donné. C'était une solide lecture que je recommande pleinement. Je lui ai donné 4 étoiles. Ça aurait pu monter plus haut, je pense, mais honnêtement, comme je suis très contente d'avoir lu ceci. Merci à Daily Debbie pour la recommandation. Ensuite, j'ai lu Things We Do in the Dark de Jennifer Hillier. À ma connaissance, c'est un livre qui n'a pas été traduit et juste une note générale pour ma chaîne. J'essaie toujours de vérifier avec les livres anglais s'il y a une traduction ou pas, donc si je mentionne rien, ben vous pouvez assumer qu'il n'y a pas de traduction. Donc ça, c'est un livre que j'avais présenté dans ma pile à lire d'automne comme étant un thriller, mais maintenant que je l'ai lu, je le classifierais plutôt comme un mystery. Il y a des éléments très thriller, mais ça se lit plus comme un mystery. Puis d'ailleurs, si vous connaissez une façon en français de comme classifier les mysteries, j'aimerais vraiment ça savoir parce que, ben, mystère, ça le fait pas. C'est un mystère. Je sais pas. En tout cas, ça parle d'une femme qui est retrouvée couverte de sang en train de tenir une lame avec le cadavre de son mari en arrière. Mais ce qui l'inquiète surtout dans cette affaire, c'est que son mari était célèbre, donc elle voudrait pas que son arrestation soit médiatisée parce que on pourrait peut-être la reconnaître à la télé. Et ce qui est pire qu'une accusation de meurtre, ben c'est 2. Je trouve vraiment que c'est un résumé qui fait très thriller, mais je vous recommande absolument de vous lancer dans ce livre sans vous attendre à un rythme très effréné ou aux révélations les plus folles. Je dirais que c'est plutôt un type de livre qui présente des profils de personnages vraiment très progressivement, mais c'est pas du tout ennuyant parce que les personnages sont intéressants. Moi, honnêtement, en cours de route, j'ai complètement oublié que j'attendais un thriller de ce livre et je faisais juste apprécier les gens que je rencontrais. C'est un autre livre pour lequel je suis reconnaissante parce que juste avant de le lire, je planifiais en fait de faire une vidéo où je voulais vous parler du fait que je savais pas si j'aimais les thrillers désormais parce que j'avais l'impression d'en avoir trop lu et que chaque fois j'en lisais, ben soit il y avait des trucs qui m'énervaient énormément ou les révélations c'était bof ou je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait plus rien qui arrivait à me surprendre et à me plaire. Mais ce que Things We Do in the Dark m'a prouvé, c'est que j'étais capable d'aimer un thriller qui avait pas les révélations les plus folles ou le rythme le plus incroyable. C'est sûr que je sais pas à quel point je peux utiliser ce livre pour comme comparer avec d'autres, parce que clairement, il se rapproche un peu plus genre du contemporain, mais en même temps, je sais pas, ça m'a comme réuni de nouveau avec le genre. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que ça parle de trucs extrêmement difficiles à encaisser, mais c'est vraiment de l'horreur du côté humain plutôt que juste comme du gore. Donc voilà, pour moi, ça aurait honnêtement pu être un coup de cœur si la partie du milieu avait juste été un petit peu plus serrée. Je sais pas, je trouve que tout le contenu de ce livre était bon, mais la manière de le présenter, de l'organiser était peut-être pas la plus optimale. Donc c'est ça, réorganiser un petit peu plus serré, j'aurais pu donner 5 étoiles, mais là c'est un très bon 4 étoiles. En deuxième position de ce classement, nous avons Finlay Donovan is Killing It de Elle Cosimano. Il a récemment été traduit en français et je pense que ça s'appelle Finlay Donovan est mortel et le premier tome s'intitule Comment j'ai tué mon mari. C'est l'histoire d'une autrice de thriller qui est en train de discuter dans un café avec son agente littéraire pour lui expliquer un peu le plan de son prochain roman. Et il y a une femme assise à une table à côté qui la méprend pour une tueuse à gages. Et Finlay va se retrouver dans la position de ses héroïnes à devoir gérer des cadavres et l'écriture d'un roman qui ressemble un petit peu beaucoup au crime qu'elle est en train de commettre. J'ai énormément aimé cette lecture. C'était tellement divertissant. Les personnages étaient attachants, le récit était jamais ennuyant. J'avais peur que tout soit trop évident ou trop ridicule, mais même si on est capable de voir certains trucs arriver, j'ai vraiment trouvé que niveau présentation, tout était agréable. J'étais jamais comme frustrée. Je vous dirais que c'est un des livres que j'ai eu le plus de plaisir à lire cette année, vraiment. Ça a été une belle surprise pour moi, ça m'a fait du bien. Le seul truc qui lui a fait perdre quelques points pour moi, c'est juste comme une partie de l'histoire avec un policier qui est un semi-intérêt amoureux et juste ce personnage-là ne m'intéressait pas. Mais bon, c'est sûr que je continue la série. Et là, je dis ça, c'est sûr que je continue la série parce que j'ai déjà lu le tome 2. C'est sûr, j'ai déjà continué la série. Mais bon, le tome 2, on s'en reparle dans une autre vidéo. Alors voilà, pour ce tome 1, ben j'ai donné 4.25 étoiles. Et pour finir, la meilleure lecture que j'ai faite récemment, A Dowry of Blood de S.T. Gibson. Donc oui, j'ai lu ce livre avant de lire House of Hunger et ça détruit absolument toutes ses chances. C'est une sorte de réécriture de Dracula, mais basée entièrement sur le point de vue d'une de ses femmes. Et elle va comme nous amener dans les coulisses
coulisses de leur relation toxique. Mais honnêtement, c'est un résumé pitoyable pour la beauté de cette œuvre. La plume est tellement atmosphérique. Honnêtement, au début, j'ai eu du mal. Je me suis dit, oh, est-ce que ça va être pour moi? Mais je suis tellement contente d'avoir juste comme poussé un peu plus parce qu'après ça, là, je me suis laissée transporter. La force de ce roman, pour moi, c'est son côté polyamour. Parce que Dracula, ben lui, il n'a pas qu'un seul amour à la fois. Et les personnes qui sont prises sous son charme développent après ça des liens entre elles qui sont encore plus forts qu'avec Dracula même, je dirais. J'ai vraiment été contente d'apprécier cet aspect parce que je vous dirais que jusqu'à présent, les couples polyamour dans les romans, ça le faisait jamais très bien pour moi. Jusqu'à présent, j'avais jamais lu un couple polyamour où je croyais en l'amour de chaque personne envers chaque personne. Il y avait toujours un personnage que j'étais comme, non mais ce gars-là, il y a pas rapport, là, enlevez-le. Là, je ressentais profondément l'attachement de chaque victime entre elles. C'était quasiment comme de la magie. Ce livre, j'y repense puis j'ai l'impression de l'avoir rêvé. En tout cas, c'est une œuvre qui accomplit exactement ce qu'elle cherchait à faire et je pense que je mettrai beaucoup de temps avant de l'oublier. Je lui ai donné 4,75 étoiles. Vous risquez de le retrouver dans le palmarès de fin d'année. Alors c'est tout pour ce point lecture. Avant de nous laisser, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous dérange que je parle beaucoup de romans anglais qui sont pas traduits? Évidemment, pour les gens qui lisent en anglais, j'imagine que ça vous dérange moins, là, mais pour les personnes qui lisent pas vraiment en anglais, est-ce que ça vous dérange? Je pose la question par curiosité, mais honnêtement, je peux pas vraiment y changer quoi que ce soit parce que je vais pas changer mes habitudes de lecture. Mais en même temps, on dirait que chaque fois que je présente une vidéo où il y a beaucoup de titres en anglais pas traduits, ben j'ai comme une culpabilité parce que je me sens mal. Pour les personnes qui lisent pas en anglais, j'ai l'impression que je vous présente du contenu qui vous sert à rien, genre. Donc voilà, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!